Je n'oublierai jamais le son de leur rire, car ce n'étaient pas des inconnus qui riaient. C'était ma propre famille. Je me tenais simplement près de la table, lors de la réception dans le jardin, me servant un verre d'eau, essayant de ne pas déranger, comme je le faisais toujours. Tout le monde était habillé comme s'il passait une audition pour un feuilleton de riche. Des couleurs pastel, des perles de faux sourires. Je n'essayais pas de m'intégrer. Je savais que ma place n'était pas là. Puis je l'ai senti, une poussée forte dans le dos. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé dans les airs. Mon corps a heurté l'eau froide, et tout est devenu silencieux sous l'eau pendant une seconde, comme si le monde entier s'était mis en sourdine. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Quand j'ai refait surface haletante, les cheveux collés au visage, la robe trempée, j'ai regardé autour de moi. Et elle était là, ma belle-mère Véronique, tenant son verre de vin et souriant comme si elle venait de remporter une victoire. Elle a penché la tête, ses yeux me scrutant comme si j'étais quelque chose qui pourrissait au soleil. « C'est la place des ordures », a-t-elle dit. Et tout le monde, mes tantes, mes cousins, même quelques amis de la famille, a ri. Les téléphones étaient sortis. Les gens filmaient. Personne n'a bougé le petit doigt. Je me souviens être resté là, plongé jusqu'à la taille, dans cette stupide fontaine, dans ma robe bleu pâle, l'eau dégoulinant le long de mes bras, en pensant « Ça y est, c'est le moment où il me brise ». Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce qu'aucun de ces lâches n'avait réalisé, c'est que les 10 secondes suivantes allaient tout changer. Parce que je l'ai entendu à ce moment-là. Des pneus qui crissent, une voiture noire élégante, silencieuse comme une menace, est entrée dans l'allée de gravier. Les rires se sont tus immédiatement. La portière s'est ouverte et mon grand-père en est sorti. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur mon grand-père Léonard Leroy. Ce n'est pas le genre d'homme qui se montre à moins que ce ne soit important. Et il ne hausse jamais au grand jamais la voix à moins d'être sur le point de détruire quelqu'un. Mais quand il m'a vu debout dans cette fontaine humiliée, frigorifiée, le mascara probablement à mi-chemin sur mon visage, il a hurlé « Qui a touché mon héritière ?» Un silence de mort s'est abattu sur la foule. Mon grand-père a traversé la réception dans le jardin, tel Moïse fendant la mer Rouge. Pas de salutation, pas d'explication, juste la fureur incarnée dans un costume gris sur mesure. Il est entré dans la fontaine avec moi, ses chaussures se gorgeant d'eau. Peu lui importait. Il m'a pris la main et m'a aidé à sortir comme si j'étais de sang royal, comme si j'étais sienne. Il s'est tourné vers la foule et n'a même pas scié. Qui l'a poussé? Personne n'a répondu. Bien sûr que non. Les lâches se taisent toujours quand le pouvoir entre dans la pièce. Véronique a essayé de prendre la chose à la rigolade. Léonard, mon chéri, c'était une plaisanterie. Il l'a interrompu si sèchement que c'était comme une gifle. Tu trouves amusant de pousser ma petite fille dans une fontaine devant ces parasites. Je n'ai pas dit un mot. Je tremblais encore, mais plus de froid, d'adrénaline. Et puis il l'a dit les mots qui ont tout changé. À compter de ce matin, Éléonore Leroy est l'unique héritière du patrimoine Leroy. Chaque propriété, chaque compte, chaque action, chaque part lui appartient. Ni à vous, ni à vos enfants, ni à personne dans ce cercle maudit de plastique et de poison. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Je jurerais l'avoir entendu se briser comme un point final. Il s'est retourné vers moi, ses yeux féroces mais doux. Ta place n'est pas ici. Ta place est à la maison avec moi. Allons-y. Et ce fut tout.
Je suis passé devant les gens qui me qualifiaient d'invisible, devant ceux qui ricanaient derrière leur coupe de champagne, devant Véronique, qui n'avait plus l'air si puissante. Et à ce moment-là, malgré ma robe trempée, je ne m'étais jamais sentie aussi grande de ma vie. Nous n'avons pas dit un mot dans la voiture. Pas avant que les grilles du domaine ne soient loin derrière nous et que le monde autour de nous ne ressemble plus du tout à cette fausse réception dans le jardin. Seulement les lumières de la ville, la vitesse et le silence, à l'exception des battements de mon cœur, qui martelaient encore comme un tambour dans ma poitrine. Mon grand-père ne m'a pas regardé tout de suite. Il a simplement tendu la main et a attrapé une épaisse serviette sur le siège arrière. Il en avait apporté une et l'a drapée sur mes épaules. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ?» a-t-il demandé, sa voix basse mais pesante. J'ai dégluti. Je ne voulais pas vous déranger. Je me suis dit que j'allais juste survivre à ça. Il a enfin posé les yeux sur moi. Et je veux dire, il semblait me voir pas seulement comme une fille fragile, aux manches dégoulinantes, mais comme quelque chose de plus. On n'est pas censé survivre à sa famille, a-t-il dit. On est censé lui appartenir. J'ai regardé par la fenêtre. Ça n'a jamais été mon cas. Maintenant, ça le sera. Nous sommes arrivés à un autre domaine. Pas celui des Moreau. Pas l'endroit où Véronique était assise comme une reine sur un trône qui ne lui avait jamais appartenu. Cet endroit était à nous la vraie maison de mon grand-père. La maison des Leroy. Du marbre impeccable. Un respect véritable. Je n'étais pas venu d'ici depuis des années, pas depuis que mon père s'était remarié, et m'avait lentement exclu, comme si j'étais un rappel gênant de son passé. À l'intérieur, tout était exactement comme dans mes souvenirs. Sauf que cette fois, je n'étais pas une visiteuse. J'étais à la maison. Mais mon grand-père ne s'est pas arrêté là. Il m'a conduite directement à son bureau, a ouvert un tiroir fermé à clé et en a sorti une épaisse enveloppe des documents juridiques tamponnés scellés. « Tu vois ça ?» a-t-il dit, les étalant comme des cartes dans un jeu. « Tu n'es pas seulement mon héritière. Je t'ai déjà transféré le contrôle majoritaire de la Fondation Leroy. » Véronique ne le savait pas. Aucun d'entre eux ne le savait. J'avais la tête qui tournait. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça sans le dire à personne ? Il a eu un sourire en coin. Parce que je voulais voir comment il te traitait quand il te croyait sans pouvoir. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une coïncidence. Il savait. Il avait observé. « Ils ont ri de toi, » a-t-il dit, la voix basse. « Se sont moqués de toi, t'ont filmé. Chacun d'entre eux vient de perdre l'accès à tout ce qu'il pompait à cette famille. » La carte de crédit de Véronique annulait son œuvre de charité, fermait ses amis, sur le point de découvrir à quelle vitesse ses invitations vont se tarir. Je l'ai fixé. Tu avais planifié ça. Il m'a regardé droit dans les yeux. Non, ce sont eux qui ont planifié ça. J'ai juste attendu assez longtemps pour qu'ils me montrent qui ils étaient vraiment. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix, à essayer de ne pas déranger, souriant quand on m'insultait, me taisant quand on me bousculait. Mais quelque chose était différent maintenant. Je n'essayais plus de survivre. Je revenais, et je n'allais pas me taire en le faisant. 2 jours plus tard, j'ai de nouveau franchi les grilles du domaine des Moreau. Mais pas en tant que belle fille qui se taisait. Pas en tant que fille dégoulinante dans une robe bleue trempée. Cette fois, c'est moi qui avais le contrôle. Chaque pas que je faisais, il le sentirait. Car maintenant, chaque fleur, chaque lustre, chaque fourchette polie qu'il tenait était à moi. Je portais du noir, non pas parce que j'étais en deuil, mais parce que je savais qu'il me regarderait en se demandant si j'étais venu pour les enterrer. C'est un copain. Dès que je suis sorti de la voiture, ma voiture maintenant offerte par mon grand-père
et immatriculé à mon nom, le personnel à l'extérieur de l'entrée a changé d'attitude. Les yeux se sont écarquillés. Quelques-uns d'entre eux, les mêmes, qui m'avaient vu tomber dans cette fontaine, comme si j'étais une attraction de foire, ont rapidement détourné le regard. Mais l'une d'elles, une femme de chambre nommée Rosa, m'a fait un signe de tête. Subtil, reconnaissant. Elle savait. À l'intérieur, c'était une sorte de brunch, le genre d'événement que Véronique adorait organiser pour prouver qu'elle appartenait à des cercles qu'elle ne mériterait jamais. Ils étaient tous là, Véronique, mon père, une bande de mondains qui n'avaient rien de mieux à faire que de chuchoter et de siroter dans de minuscules verres. Quand je suis entré dans la pièce, tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Les yeux se sont braqués sur moi. Véronique s'est levée si vite que sa chaise a grincé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas sourcillé. « J'habite ici », ai-je dit d'un ton neutre. « Ou vous n'étiez pas au courant, le trust est à moi maintenant. » Quelqu'un a toussé dans le silence. Mon père a levé les yeux de sa place, le visage pâle. « Éléonore, ne faisons pas de scène. C'est vous qui avez provoqué la scène en regardant votre femme pousser votre fille dans une fontaine et en riant, ai-je dit la voix claire. Je ne fais que prendre la suite. Je pouvais le voir. La panique s'installait sur le visage de Véronique, la prise de conscience naissante dans les yeux de mon père. Les murmures discrets qui commençaient au coin de la pièce, comme des nuages d'orage qui s'amoncellent. J'ai marché jusqu'au bout de la table, où Véronique s'était autrefois installée comme une reine, et je me suis tenu derrière sa chaise, désormais vacante. « Je ne suis pas ici pour vous prendre quoi que ce soit, » ai-je dit. « Je suis ici pour nettoyer ce que vous avez ruiné. » Véronique a ricané la voix tremblante. « Tu penses que posséder quelques documents te rend puissante? » « Non, » ai-je dit. « Ce qui me rend puissante, c'est que vous pensiez que je n'étais rien, et que maintenant je possède la maison dans laquelle vous vous trouvez. » J'ai posé une pile de dossiers sur la table. Ce sont les audits financiers de la Fondation. Ces 3 dernières années, vous avez financé votre style de vie avec l'argent de l'œuvre de charité. C'est un crime, au fait. Des hoquets de surprise. Une femme s'est carrément étouffée avec son mimosa. Véronique s'est élancée en avant, la voix montant. « Tu ne peux rien prouver de tout ça. » En fait, ai-je souri, nous le pouvons. Mon grand-père a engagé des experts comptables judiciaires avant de céder le patrimoine. Tout est là. Et votre accès au nom Leroy se termine aujourd'hui. La pièce a explosé en chuchotements. Je me suis tourné vers mon père. Tu es resté sans rien faire. Tu l'as laissé me traiter comme de la saleté, parce que c'était plus facile que de prendre ma défense. Alors ne me demande pas de te sauver maintenant. Il n'a rien dit. Il ne le pouvait pas. Il a juste baissé les yeux honteux. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai reculé. Rien de tout cela n'est une vengeance, ai-je dit. Cela s'appelle une restauration. Je ne prends pas ma revanche. Je reprends ce qui a toujours été à moi. Et en sortant, j'ai entendu quelqu'un à table murmurer « Ce n'est plus la fille que nous connaissions, c'est une certitude. » Les gros titres sont arrivés en premier. L'héritière fait son retour. Éléonore Leroy prend le contrôle de l'empire familial par surprise. De paria à femme de pouvoir, la fille de La Fontaine dirige maintenant le domaine. Je n'avais pas demandé cette attention, mais elle est venue quand même. Et soudain, tous ceux qui m'ignoraient autrefois voulaient maintenant me regarder. Des invitations de la flatterie des gens prétendant qu'ils avaient toujours cru en moi. C'était risible et épuisant. Alors j'ai fait ce qui devait être fait. Je suis allé de pièce en pièce, de compte en compte, et j'ai commencé à éliminer la pourriture, les faux amis,
les dépenses excessives, les consultants payés à 6 chiffres pour ne rien faire d'autre que d'approuver les idées de ma belle-mère disparue. Même le personnel de la maison l'a senti. Certains étaient en colère, d'autres étaient soulagés. Je n'étais pas cruel, j'étais juste, mais je n'hésitais plus. Puis est venue la nuit où j'ai découvert la vérité. Cela a commencé par un courriel, une information anonyme. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Et c'était là des factures, des virements privés de vieux courriels entre Véronique et ma cousine Nathalie. Nathalie, ma seule amie lors de ces événements familiaux, la seule personne qui me glissait des encas sous la table. La fille qui m'avait un jour murmuré « Tu ne mérites pas la façon dont il te traite ». Il s'est avéré qu'elle était dans le coup depuis le début. Elle aidait Véronique à détourner de l'argent dans le dos de la fondation. C'est elle qui divulguait ma position à la presse, et c'est elle qui a filmé l'incident de la fontaine et l'a envoyé à un magazine People pour 9 500 €. Je suis restée assise dans le bureau pendant un long moment. Le feu crépitant le vent dehors, tapotant doucement contre la vitre, comme s'il ne savait pas que mon monde entier venait de basculer à nouveau. Quand je l'ai appelée, elle a répondu comme si de rien n'était. « Hello. Oh mon Dieu, est-ce que ça va? Je voulais t'appeler. »« Arrête !» Elle s'est tue. « Je sais que c'était toi, » ai-je dit. Encore le silence. Puis elle a ri un rire doux, non pas coupable. Froid. « Écoute, je ne voulais pas que ça aille aussi loin, d'accord. C'était juste pour rire. Tu as toujours été si silencieuse, si bizarre. Personne ne pensait que tu riposterais un jour. Tu m'as vendu pour 9 500 €, Nathalie. » Elle ne l'a pas nié. « Tu n'es pas en colère, » a-t-elle dit. « Tu apprends enfin comment le monde fonctionne. » Cette phrase m'a frappé plus fort que la poussée de Véronique, plus profondément que le silence de mon père, car c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de moi. Cette famille était empoisonnée à la racine, et j'étais la seule prête à abattre ce fichu arbre. J'ai donc mis fin à l'appel, et le lendemain matin, j'ai gelé ses comptes, coupé son héritage, et publié une déclaration sur le détournement de fonds. Pas de nom, juste des faits. Mais elle savait. Ils savaient tous. Et pour la première fois, c'était eux qui avaient peur d'ouvrir leurs portes. Les semaines ont passé. Le domaine des Moreau était calme maintenant. Pas de réception dans le jardin, pas de paparazzi, pas de rire forcé, résonnant près des fontaines. Véronique est partie discrètement. Pas d'excuses, juste une note disant qu'elle allait reconstruire son image, quelque part où l'on apprécie la classe. Mon père est resté dans la maison d'amis seul. Nous parlions à peine. Quant à Nathalie, j'ai entendu dire qu'elle avait essayé d'organiser un brunch pour redorer son blason. Seules 2 personnes sont venues, et l'une d'elles était le traiteur. C'est drôle comme les gens se dispersent vite quand les projecteurs changent de direction. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Pas pour moi. Car je ne cherchais plus la vengeance. Je construisais quelque chose de réel. J'ai transformé l'aile est du domaine en un bureau pour une organisation à but non lucratif. J'ai lancé des bourses pour des filles issues de foyers brisés, à qui on avait dit qu'elles n'avaient pas leur place à table, et j'ai engagé de jeunes femmes qui avaient été mises de côté, tout comme moi. Les gros titres ont également changé. Éléonore Leroy finance des programmes pour les jeunes invisibles. De l'humiliation à l'espoir, l'héritière transforme la douleur en héritage. Je ne l'ai pas fait pour la presse. Je l'ai fait parce que je savais ce que c'était que d'être invisible. Et je me suis juré qu'aucune fille comme moi ne ressentirait plus jamais cela si je pouvais l'aider. Puis est arrivée la réunion hivernale annuelle de la famille. Au début, je n'allais pas y aller. Je n'avais rien à prouver.
Mais mon grand-père a insisté. Parfois, a-t-il dit, tu n'y vas pas pour marquer un point. Tu y vas pour qu'il voie qui a survécu. Alors j'y suis allé. Même domaine, même pièce, même longue table bordée de visages froids et de faux sourires. Sauf que cette fois, je suis entré par les portes principales, sans hésitation, vêtu d'un blazer blanc impeccable et de talons qui claquaient sur le marbre comme des sonnettes d'alarme. Les mêmes personnes qui avaient ri quand j'étais tombé dans une fontaine se sont maintenant levées quand je suis entré dans la pièce. Personne ne le leur a demandé. Elles l'ont simplement fait. Je me suis dirigé vers le bout de la table, l'ancienne place de Véronique, et je me suis assise. Le silence s'est étiré. Puis j'ai regardé autour de moi lentement, calmement. Pas de colère dans ma voix, pas de feu, juste la vérité. Vous avez essayé de me briser, ai-je dit, parce que vous pensiez que j'étais seul. Mais je ne l'étais pas. J'avais une personne qui croyait en moi, mon grand-père, et cela suffisait. J'ai vu mon père baisser à nouveau les yeux. Bien, ai-je continué. Vous m'avez appris quelque chose non pas sur la haine, mais sur le pouvoir, et je l'ai utilisé pour construire des choses que vous ne pourriez jamais imaginer. Pas des palais des personnes. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. J'ai regardé droit vers Nathalie, assise à l'autre bout, le visage pâle. Certains d'entre vous ont perdu de l'argent. Certains d'entre vous ont perdu des invitations. Mais moi, j'ai perdu mes illusions. Et je ne me suis jamais senti plus libre. Et puis je me suis levé, car je n'étais pas destiné à rester dans cette pièce. J'étais destiné à la dépasser. En m'éloignant, j'ai entendu l'une de mes tantes murmurer à la femme à côté d'elle. « Ce n'est plus la fille dont on se moquait. » Et la femme a répondu « C'est la femme que nous rêvons toutes d'être. »